Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Les meilleures élections que la République démocratique du Congo ait connues sont-elles financées? Le franc congolais reste stabilisé à 1650 par rapport au dollar. 800 conseillers pour un cabinet du jamais vu. Rassemblement ou Alliance pour le Congo? Professeur Tshibangu Kalala, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le ministre près le Premier ministre, vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors ces élections annoncées par le Premier ministre Bruno Tshibala comme les meilleures jamais connues en RDC, sont-elles financées? Oui, merci Christian pour cette occasion que vous me donnez encore une fois de m'adresser à notre peuple à travers les micros de Top Congo. L'année 2018, c'est l'année électorale dans notre pays. Le gouvernement d'Union nationale, le gouvernement Tshibala a reçu mission de notre peuple, de l'accord, pour organiser de meilleures élections dans l'histoire récente de notre pays. Le processus électoral avance très bien. Et comme vous le savez, la CENI travaille 24 heures sur 24 pour que les élections aient lieu dans les délais prévus. Et nous sommes en train de travailler pour résoudre tous ces problèmes des contraintes que la CENI avait prévues. Mais les choses avancent bien. S'agissant du financement, notre peuple doit être fier aujourd'hui de dire que c'est lui qui finance totalement le processus électoral jusqu'aujourd'hui. La CENI parle de 360 millions, on a appris que 30 millions sont sortis en janvier. À ce rythme-là, on n'arrivera pas au compte, au bout. À quel niveau de décaissement on en est aujourd'hui? Je ne vais pas aller dans les détails pour savoir chaque semaine on sort combien d'argent. L'essentiel pour nous, pour le gouvernement, c'est une démarche volontariste. Le président de la République a donné des instructions claires à ce sujet. Il faut absolument qu'on donne tous les moyens nécessaires à la CENI pour que la CENI travaille dans de bonnes conditions et qu'on ait les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Donc, nous sommes en train de financer le processus électoral. La CENI ne s'en plaint pas parce que les choses avancent bien. C'est ça la responsabilité première qui était confiée au gouvernement, c'est de financer le processus électoral. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parlons économie. Financement, élection, vous dites que cela semble aller. Et le reste? Le franc congolais est stabilisé à 1650. On devrait vous dire félicitations? Oui, mais je pense qu'il faut... parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Non, mais est-ce qu'on devrait vous dire félicitations? Oui, mais il faut faire félicitations. Vous savez, quand nous avons pris le pouvoir, si je peux m'exprimer ici, au mois de juin et de juillet, on était presque devant une période de guerre civile économique dans le pays. Vous savez, le franc congolais se cassait le nez chaque jour. Le peuple était en débandade. Le pouvoir d'achat est en train de se casser tous les jours. Mais depuis plusieurs mois, nous avons réussi à stabiliser le franc congolais. À 1650. Le Premier ministre a parlé de 1000. À quand 1000? Mais on n'est même pas à 1650, ça baisse. Si vous allez sur le marché parallèle, hein, on est autour de 1640, 1145. On est loin de 1000. Mais c'est une ambition, c'est un objectif. Nous voulons maintenir le pouvoir d'achat de notre peuple. Il faut qu'on ait une monnaie stable. Oh. Et l'objectif qui était assigné à ce gouvernement, c'était de stabiliser et de relancer l'économie. Et sur ce point-là, Christian Sokeno, il faut que notre peuple sache ce que le gouvernement est en train de faire. Sous l'impulsion personnelle du président de la République et sous son regard direct, le gouvernement vient d'ouvrir 3 grandes fenêtres d'opportunités économiques pour notre pays. Il faut qu'on le sache. Première grande fenêtre d'opportunité, c'est la nouvelle gouvernance minière dans notre pays. On a révisé le code minier. Il fallait attendre le gouvernement Tshibala pour que ça ait lieu. Donc c'est un gouvernement porte-bonheur. Donc on a révisé... a commencé à être révisé avant l'arrivée à la primature de Bruno Tshibala, ça faut le dire. Attendez, mais ça n'a pas marché, Christian Sokeno. Vous le savez, ce code aurait pu être révisé depuis 2012, parce qu'il a été élaboré en 2002. Il prévoyait sa révision en 2012, 10 ans après. Mais nous sommes en 2018.
qu'on vient de le réviser et de l'adopter. Donc le code minier à mettre à l'actif du gouvernement Tchibala. Mais ça se fait sous l'administration gouvernementale, bien sûr. Sous la conduite, vous avez dit, sous les instructions du président de la République ou sous la conduite du Premier ministre Bruno Tchibala? Mais pourquoi vous voulez séparer le président de la République de son Premier ministre? Parce que le gouvernement. Parce que chacun a son rôle. Le président de la République reste président de la République. Le Premier ministre, c'est lui qui assure la gestion courante de l'État. Mais attention, le président de la République, c'est le chef de l'exécutif national. Le Premier ministre travaille sous les instructions du président de la République. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, premier bon point pour vous, le code minier. Le deuxième? Le code minier a été révisé. On a instauré une nouvelle gouvernance minière dans notre pays. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Une nouvelle loi. La gouvernance sera à établir dans la loi de faisabilité, dans la réglementation. Attention. Mais le cadre légal et institutionnel est déjà bien tracé. Il est en place. Il faut maintenant agir. Nous ne voulons pas rater, nous ne voulons pas que notre peuple rate le boom du cobalt. Et tout est mis en œuvre. Le gouvernement travaille 24 pour réussir, pour que la nouvelle gouvernance minière réussisse et que notre peuple ait les moyens nécessaires pour bien vivre. Ça, c'est le premier point. Donc ça, deuxième fenêtre d'opportunité, il ne vous a pas échappé, que ça le sait que nous, que le gouvernement vient d'adopter le projet de loi sur le grand Inga, qui sera voté dans quelques semaines par le Parlement. Et là, avec la loi Inga, les investisseurs sont en train de se bousculer à la porte de la RDC. Parce que Inga 3, c'est quoi? Inga 3, c'est 13 milliards d'investissements dans notre pays. Inga 3, c'est un projet qui a plus de 20 ans, qui ne se matérialise jamais. C'est une loi de plus. Mais non, ce n'est pas une loi de plus. C'est une loi qui donne des garanties et des avantages particuliers dans le cadre d'un PPP, partenariat public-privé, aux investisseurs étrangers. Pour sécuriser, parce que nous avons besoin d'investisseurs étrangers, il faut les sécuriser pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Cette loi va faire qu'aujourd'hui, on ait plus de candidats à l'investissement de ce grand projet. C'est une condition sine qua non pour assurer la protection des investissements étrangers qui vont venir ici. Cette loi fait que l'affaire Inga devient une cause nationale. Il faut que tout le peuple s'implique dans cette affaire et qu'on sécurise ces investissements. Et nous aurons demain la possibilité d'éclairer toute l'Afrique avec des avantages qui vont venir dans notre économie en termes de recettes budgétaires pour renflouer les caisses de l'État. Et donc c'est très important, c'est une grande fenêtre d'opportunité que le gouvernement vient d'ouvrir pour notre pays. Premier point donc, code minier. Deuxième point, loi Inga. Troisième point, vous en avez dit 3. Mais il ne vous a pas échappé que nous avons ouvert un grand chantier en ce qui concerne les hydrocarbures. Nous avons réglé le problème sur le littoral ouest avec le Perenco. On va lancer bientôt, si vous voulez, des appels d'offres pour que les investisseurs viennent. Au niveau du centre, on a permis, cuvette centrale, on a permis à la société Comico d'entrer maintenant en activité avec l'ordonnance qui a été signée dernièrement par le président de la République. Du côté de l'Est du pays, avec le lac Albert, on est en train de donner des blocs pétroliers à des grands opérateurs dans le secteur. Et donc, nous sommes en train de mettre le pays sur la voie du redressement économique. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement, parce que c'est ça l'avenir de ce pays, c'est l'agriculture. Le gouvernement travaille aujourd'hui pour voir comment augmenter la production agricole dans notre pays. Parce que l'avenir du pays, c'est dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie. Donc le gouvernement fait des bonnes choses aujourd'hui et les signes visibles de ce redressement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une détente que tout le monde reconnaît sur le marché des changes. La détente n'est pas due au fait que le cobalt voit son prix augmenter, n'est pas due à des faits exogènes au gouvernement. Mais attention, il y a des efforts de sacrifice qui sont faits. C'est vrai qu'il y a une légère remontée, si vous voulez, des cours de la matière première, ça c'est évident, mais il y a l'effort qui a été fait ici de lutter contre la corruption, arriver à augmenter les recettes fiscales et douanières. Les efforts du gouvernement. J'ajoute. Les efforts du gouvernement, mais certains vous diront surtout les efforts de ces fonctionnaires qui, alors que le taux budgétaire est à 1450, sont toujours payés à 950. Alors est-ce que c'est pas tricher d'avoir un taux qui est à 1600 et de payer les fonctionnaires, de payer ces factures à un taux qui ne correspond pas du tout à la réalité du marché? Je vais aborder la question des fonctionnaires, vous dire ce qui s'est passé avec les fonctionnaires. Mais je vais terminer sur le sujet pour vous dire, quand nous sommes entrés aux affaires au mois de mai, les réserves d'échange étaient autour de 630, 640 millions de dollars. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes en train de frôler
1 milliard de dollars. Et nous ne sommes pas allés chercher l'argent au Fonds monétaire international pour nous endetter de manière à mettre notre balance de paiement en position de notre commerce international. Mais avec les efforts du gouvernement, les efforts de notre peuple, aujourd'hui, nous frôlons 1 milliard de dollars de réserve d'échange. Et donc, ce sont des efforts réels. C'est cela qui signifie, qui implique ce que vous avez vu sur le marché d'échange, la stabilité du franc congolais, parce que nous avons une bonne couverture en devises étrangères. Et une bonne conjoncture aussi. Donc, la gestion économique, une bonne conjoncture aussi. Donc, nous sommes un gouvernement porte-bonheur. Donc, tout marche bien. Mais c'est encore le paradis. C'est clair. Notre pays est encore un pays de bas salaires. Un pays de bas salaires. Au-delà du fait qu'il soit un pays de bas salaire, vous le rabaissez encore plus en ne respectant pas la loi, parce que le budget voté à l'Assemblée nationale est une loi qui doit être respectée. 1450. C'est vrai que c'est en deçà du taux, mais payer encore en deçà de cela, alors que vous exigez le paiement le franc fiscal congolais est à $1. Le dollar à 1600. Ce que vous percevez, vous voulez le percevoir à 1600 ou 1450, je veux parler du taux budgétaire, mais ce que vous payez, vous voulez payer à 950. C'est pas tricher tout ça? Non, Christian Sokenou. Il n'y a aucun pays au monde qui indexe les salaires sur les taux d'échange. C'est pourtant le cas au Congo. Non, quand on dit un enseignant touche l'équivalent 100 $, on fixe à l'équivalent 100 $. Quand on parle du salaire minimum, quand on parle même quand on parlait de Mboudi, on ne parlait pas de francs congolais, on parlait de dollars. Christian Sokenou, il n'y a aucun pays au monde qui indexe les salaires au taux d'échange sur le marché. Le gouvernement a été volontariste. On a tenu, je crois que cela ne vous a pas échappé. Le gouvernement est en discussion, ou était en discussion depuis près de 4 mois avec l'intersyndicale de l'administration publique, le banc syndical, sur cette affaire du barème salarial. Et nous avons trouvé un accord unique dans l'histoire de ce pays. Unique. Avec les fonctionnaires. Nous leur avons dit, messieurs, ce sont les fonctionnaires, vous, fonctionnaires de l'État, c'est vous qui récoltez les recettes de l'État. C'est vous qui gérez la chaîne de la dépense publique. Donc vous savez chaque mois combien d'argent entre dans la caisse de l'État. Vous connaissez les dépenses de l'État, parce que c'est vous qui les gérez. Alors, si vous voulez qu'on augmente vos salaires, dites-nous, on va trouver de l'argent, parce que c'est vous qui gérez cet argent. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires, ont accepté d'être payés en francs constants. Non. Les fonctionnaires ont fait preuve d'un patriotisme extraordinaire. Ils disent, voilà, nous connaissons les difficultés du pays. Nous savons que le gouvernement, malgré sa bonne volonté, nous avons quand même fait, si vous voulez, vous n'avez pas oublié, nous en avons parlé avec vous au mois de décembre dernier, nous avons quand même augmenté les salaires des fonctionnaires, malgré les difficultés que nous avons. Nous avons des difficultés aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Vous demandez les augmentations des salariales, nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas le faire cette année ici, 2018, qui est l'année électorale, avec les contraintes que nous avons. On peut voir ce problème-là en 2019. Là, nous allons voir comment on peut passer de 100 $, pour un huissier, et ainsi de suite. Une fois que ce ne sera pas vous. Voilà, et les fonctionnaires. J'espère que nous serons là. Et donc, tous les fonctionnaires, à l'unanimité, ont dit oui, ça c'est raisonnable. Dans l'intérêt général de notre pays, nous allons attendre de voir comment on peut augmenter les salaires, mais en 2019. Mais cette année, c'est 2018, nous allons travailler ensemble pour assainir l'environnement, pour éviter ce que vous connaissez bien, les fictifs, etc., de manière à accéder à la vérité. On doit savoir, les fonctionnaires de l'État, c'est autant, et tous les fictifs, on doit récupérer l'argent, il faut assainir ce secteur. Et les syndicalistes disent, il faut nous associer à ce travail-là, parce que ça va dans l'intérêt général. Donc, un accord unique dans l'histoire de ce pays ici. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire, je termine par là, ça ne sert que nous. Il y a un Mboudi dans ce pays que vous connaissez. Mboudi, on a créé Mboudi, mais on n'a jamais appliqué le barème de Mboudi. Et donc, nous ne sommes pas un gouvernement qui est là pour faire du sensationnel, pour faire des promesses démagogiques, tout à fait populistes, pour chercher les applaudissements. Nous sommes là pour dire la vérité à notre peuple. Je vais terminer sur ce point, Christian Le Sokenou. Ce gouvernement, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez en parler régulièrement, vous, avec votre force. Le gouvernement Tshibala, c'est les léopards politiques. Nous avons les léopards football, qui viennent des différentes équipes. Vita, Sangabalende, Mazembe, qui arrivent dans les léopards football, qui portent les couleurs nationales. Ils mettent leurs équipes de côté.
cette fois-là, c'est la RDC qui compte. Et donc, nous aussi, le gouvernement Tchibala, le gouvernement national, nous sommes des léopards politiques. Nous sommes venus des différents partis politiques, des différentes plateformes politiques, majorité présidentielle, rassemblement, etc. Et nous sommes là pour remporter des coupes à donner à notre peuple. Nous sommes des léopards politiques. Ça ne sert à rien d'attaquer ce gouvernement. Vous utilisez, vous utilisez le terme léopard pour je vais terminer. Oui, mais vous savez, nous travaillons sur quoi? Il faut que vous le sachiez, que nous cherchons, nous, la légitimité des performances. Nous travaillons sur la légitimité des performances. On n'a pas besoin des applaudissements. Aux élections, nous allons en parler tout à l'heure, le peuple va choisir, ils vont choisir. Mais nous sommes concentrés pour avoir la légitimité des performances. Nous voulons que le jour où nous allons quitter ce gouvernement d'union nationale et donner le flambeau à ceux qui vont venir après, qu'ils trouvent une situation solide et saine. Que le futur gouvernement trouve une base saine pour continuer à construire ce pays, aller encore plus loin, faire mieux que ce que nous avons fait. C'est très important. Donc, nous sommes des léopards politiques, nous sommes concentrés pour remporter des coupes à remettre à notre peuple sur le plan des élections, sur le plan de l'économie, amélioration des conditions de vie, sécurité. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Nous ne sommes pas venus au gouvernement parce que j'apprends les gens qui font des déclarations, Tchibala doit partir, parce que ceci. Non, attention. Non, pas des gens, des membres du rassemblement, des membres de votre plateforme, des membres de ceux qui vous ont amené à la primature. C'est eux qui demandent votre départ. Christian Le Sekweno. Non, c'est eux qui demandent votre départ. Mais quand on signe des documents, la moindre des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a signé. Mais est-ce que ces gens dont vous parlez, est-ce qu'ils ont lu l'article 8 de l'accord, l'arrangement particulier, qui protège les léopards politiques dont je parle? Est-ce qu'ils ont lu ça? Aujourd'hui, ce gouvernement, cet accord qui interdit toute manœuvre de déstabilisation des léopards politiques. Est-ce qu'ils ont lu ça? Aujourd'hui, vous seriez à l'aise de rester à la primature alors que ceux qui vous y ont amené vous ont désavoué? C'est qui? Le rassemblement. Quel rassemblement? Mais moi, je suis dans le rassemblement. Mais le rassemblement qui réclame à corps et à cri votre départ. Mais c'est quel rassemblement? Beaucoup de déclarations ont été faites. Mais enfin, citez-moi les noms. Au rassemblement, nous avons un conseil des sages. C'est l'organe de décision. Donc, je vais en parler. Joseph Olenganko, il n'aura pas dit ou ne sera pas allé dans le sens de ceux qui demandent votre départ. Tout ce qui aura été dit sera vain. Mais qui demande notre départ qui sait ce que nous? Donc les gens peuvent se retrouver dans un bar, dans un coin, faire des déclarations, nous demandons ceci, et c'est ça le rassemblement. Le rassemblement est organisé. Le rassemblement est organisé. On va revenir sur le rassemblement. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut s'autoproclamer lui-même que c'est moi le rassemblement et qui commence à prendre des décisions. Donc c'est pour vous dire. On va revenir sur le rassemblement. Oui. Vous avez parlé, vous dites que vous ne voulez pas de sensationnel. Vous avez parlé d'effectifs tout à l'heure. Je suis désolé, je fais le lien entre fictif et sensationnel. Oui. Sur les 800 conseillers à la primature, combien sont fictifs? Bon, Christian Le Sekweno, je comprends. Vous voulez en venir avec votre question. Vous êtes le premier journaliste à m'avoir téléphoné. J'étais à Londres quand vous m'avez téléphoné. Vous m'avez dit que vous n'étiez au courant de rien. Vous m'avez dit, je vous ai dit que je suis à Londres, je suis à Londres, je ne suis au courant de rien. Et je vous remercie parce que vous m'avez donné cette information-là. Sachez ceci. Bon. Le Premier ministre, avant de voyager, il a fait une réunion avec ses proches collaborateurs pour leur dire, je voyage, vous restez gérer le personnel de la primature, les biens de la primature, en bon père de famille. Je ne veux pas apprendre des problèmes. Donc, ça couvait, quelque chose couvait. Non, ce sont des instructions normales. Quand un chef voyage, il appelle ses équipes, il donne des instructions de travail. De problème. Depuis 60 ans, on n'a jamais entendu de problème dans cette primature. Mais attendez. Pourquoi il peut dire je ne veux pas entendre de problème alors que depuis 60 ans, on n'a jamais rien entendu? Non, mais attendez. Gérer un bon père de famille, oui, mais je ne veux pas entendre de problème. C'est justement ce qui s'est passé après. Christian. On dit que plus de la moitié, enfin, beaucoup de ces conseillers ne sont pas payés, se plaignent. Ils ont écrit, ils accusaient des directeurs de cabinet de s'être enrichis. On accuse le Premier ministre de népotisme. Le problème, il a dit ça à tous ses membres du cabinet ou aux membres de sa famille dans le cabinet? Christian Le Sekweno, il ne faut pas faire des amalgames. Non, il n'y a pas d'amalgame. Et faire de la caricature. Ce qu'il faut dire, c'est ceci. Alors que le Premier ministre était à l'étranger, nous avons appris que dans un couloir de la primature, un homme
a mordu un chien. Donc, vous parlez du directeur de cabinet ou du beau-fils du Premier ministre? C'est un fait divers, comme il y en a. Fait divers qui a choqué toute la République et qui a fait que les instructions ont été données pour que les personnes qui ont créé ce désordre soient poursuivies en justice. Ce n'est pas qu'un fait divers. Christian Le Socquenot, dans ma vie passée, j'ai été parlementaire. J'ai vu des parlementaires se battre, se déchirer des chemises sous les caméras et les micros de Top Congo, etc. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? C'est un fait divers. Et le Premier ministre a pris des dispositions qui s'imposaient pour faire en sorte qu'à l'avenir, qu'un tel fait divers ne puisse plus se reproduire. Oublions la bagarre. Donc il faut tourner la page. Oublions la bagarre. Le peuple congolais mérite mieux que ça. Oublions la bagarre. Restons sur les faits qui sont nés autour de la bagarre. Un directeur de cabinet annonce sur Top Congo qu'il a donné et qu'il a établi un ordre de mission pour aider un membre de la primature à avoir un visa. Le membre de la primature est le beau-fils du Premier ministre. Le directeur de cabinet dit qu'il y a 800 membres, qu'il ne peut pas les payer tous. Le Premier ministre répond « Je suis socialiste ». Il y a même dans le chef de la déclaration du Premier ministre un cas de détournement de fonds. La loi sur la primature, le règlement d'ordre intérieur, je ne sais pas comment vous l'appelez, établit 300 conseillers, il donne l'argent à 800 conseillers. Ça veut dire que ce pourquoi on lui envoie l'argent n'est pas directement attribué à cela. On n'est plus dans le fait divers, là, professeur Tchibarou. Est-ce que je peux vous répondre maintenant? C'est ce que j'espérais. Voilà, je vais vous répondre. Christian Le Socquenot. La politique aime le silence, mais accepte la parole quand elle est sage et équilibrée. La politique déteste les énervements. La politique aime la maîtrise de soi et le sang-froid. Surtout, le pouvoir n'aime pas des familiarités. Le pouvoir aime la distance. Apparemment, les gens qui sont impliqués dans ce fait divers n'avaient pas appris cela. Et donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, et je suis au centre de ce qui se passe à la primature, est-ce que vous vous imaginez qu'on puisse engager 800 conseillers à la primature? Vous avez les chiffres? Le Premier ministre a répondu à cette question sur la BBC. Mais les chiffres sont du directeur de cabinet. Attendez. C'est lui au mieux... Mais attendez, je vais vous répondre. Il a répondu à cette question, je crois, sur Jeune Afrique, pas BBC, Jeune Afrique. Oui. Et donc, il a dû utiliser même le mot affabulation. Il n'y a pas 800. Il y en a combien? Il n'y a pas 600, etc. J'ai un devoir. Il y en a combien? J'ai un devoir de réserve. Non, mais votre devoir de réserve... Attendez. Quand le Premier ministre parle de socialisme, il veut aider tout le monde. Ça veut dire qu'il est au-delà de ce pourquoi il s'est engagé. Attendez. Je sais que les gens ont raconté trop de choses et des faussetés là-dessus. L'enveloppe salariale qui arrive à la primature est connue. Le chiffre est là. Il n'a jamais changé. Oui, mais les conseillers se plaignent de ne pas toucher leur salaire. Attendez, le Premier ministre n'a pas demandé au Trésor public qu'on augmente l'enveloppe salariale. C'est l'enveloppe qui est là depuis Matata, depuis Badibanga. On n'a pas ajouté un seul franc. C'est le même chiffre qui est là. Et cet argent est dépensé pour les besoins de rémunération du personnel. C'est tout. Le Premier ministre ne prend pas l'argent, les salaires des travailleurs, mettre dans ses poches. Le montant vient, il est connu. Alors pourquoi les conseillers se plaignent? Mais je ne veux pas rentrer... Mais pourquoi ils se plaignent? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Je suis désolé, Christian Le Socquenot. Donc on fait le silence dessus. Non. Je n'accepte pas surtout des insinuations qui ont été faites pour dire que le Premier ministre prend l'argent, les salaires du personnel. C'est vraiment un mensonge. Insinuation faite par qui? Puisque c'est le directeur de cabinet qu'on accuse. Mais justement, c'est pour cela que je vous dis que la politique aime le silence. Mais la politique... Et donc il faut faire attention quand on passe dans la presse et on commence à faire des déclarations irresponsables. Le problème, là, vous vous adressez à qui? Vous adressez à la presse qui les reçoit, aux politiques qui viennent faire des déclarations. Ce n'est pas vous qui faites des déclarations. Vous êtes conscient que pour nous, c'est du pain béni. Mais c'est votre métier. Merci. Je ne vous reproche pas. Que vous puissiez, c'est tout à fait normal que vous puissiez tomber sur des faits divers et tirer conscience. C'est votre métier. Vous n'avez rien à voir avec ça. Mais ce sont des responsables qui ont brisé leur devoir de réserve
de leur silence, qui se permettent de faire des déclarations à la presse sur la primature, alors qu'ils sont là pour gérer la situation de manière responsable et d'éviter des faits divers. Donc vous préférez des responsables complices plutôt que délateurs? Mais complices de quoi? Complices de ce qui se pourrait se passer et qui n'est pas toujours connu. Les scandales ne sont pas que Tchibala. Non, mais... Les termes scandale existent avant. Peut-être qu'il a vendu la mèche. Mais il n'y a pas de... Énervé, il n'a pas gardé son calme. Mais il n'y a pas à vendre la mèche. Mais parce que vous êtes le ministre et le Premier ministre, je rappelle. Hein, vous dites, je vous demande le nombre de conseillers, le nombre de membres du personnel. Vous dites c'est connu. Mais le Premier ministre parle de socialisme. Aujourd'hui, ils sont combien? Vous dites, vous ne voulez pas le dire. C'est que quelque part, on parle d'État. On parle d'usage des fonds publics. Christian, les conseillers, les chargés des missions ou les chargés d'études, c'est autour de 300 personnes. Les listes sont là. Les listes sont là. Si vous voulez, venez à la primature, on va vous les remettre. Okay. On ne cache rien. Ce sont des gens engagés pour travailler pour la République. 300 personnes. C'est dans les 300 personnes. Mais ce n'est pas 600 ou 800. Oui, mais quand le Premier ministre répond, parce que là, on ne parle plus du directeur de cabinet, on ne parle pas de ceux qui auraient dû garder le silence et qui se sont énervés. On parle de la réponse du Premier ministre. Je suis socialiste, je prends un peu plus de monde que prévu, je leur distribue. Je redistribue les fonds qui sont à ma disposition. Ça, ce sont les propos de Bruno Tchibala sur Jeune Afrique, je crois. Combien sont cet effectif supplémentaire, c'est combien d'unités? Je vais vous répondre à cette question parce que je vois que vous tournez autour de ça. Qu'est-ce qui se passe? L'enveloppe salariale de la primature est connue. Il est là. Vous venez à la primature, on va vous communiquer le chiffre. Le personnel politique, le personnel d'appoint, le personnel administratif sont payés dans cette enveloppe salariale qui n'est pas augmentée depuis des années. Chiffre. Les salaires des fonctionnaires, qui les fixe? Mais c'est le Premier ministre qui fixe. Ce n'est pas la direction de la paie au ministère des Finances. C'est le Premier ministre qui a cette enveloppe, qui peut dire le conseiller principal touche combien, le conseiller va toucher combien, le chargé d'études, le chargé de mission. C'est lui qui le fait. Donc les salaires du directeur de cabinet, mais c'est lui qui fixe. Des conseillers principaux, des conseillers sont fixés par le Premier ministre. Mais bien sûr. Ah, okay. Parce que l'enveloppe salariale est envoyée, mise à la disposition du Premier ministre pour payer le personnel. Et c'est lui qui peut dire sur les choses, ça disait voilà. Avant moi, tel conseiller ou tel chargé touchait 2 millions, mais j'ai augmenté le nombre. Maintenant, il faut réduire pour faire des équilibres. Maintenant, vous allez toucher 1200, 1 200 000, 1 300 000. C'est lui qui le fait. Et toutes les personnes qui touchent cet argent sont nommées par le Premier ministre ou par le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet ont un statut connu. Le directeur de cabinet n'a aucun pouvoir de nomination. Ou un statut connu. Toutes ces personnes ont un statut connu. Ils sont sur le décret. Ok. Tous sont sur ce décret. Terminons-en avec... Si vous voulez, vous passez à la primature, on va vous remettre le décret. Ils sont tous sur le décret. Terminons-en avec ça. Et donc, les salaires qui sont payés à tout ce personnel sont connus et c'est fixé. Terminons-en avec... Ils auraient souhaité, je termine cette question, ils auraient souhaité toucher beaucoup plus, comme à l'époque des Matata, ou à l'époque du ministre Madibanga. Mais ici, on a réduit parce qu'on a recruté un peu plus et donc, on a perdu. On a voulu trouver des équilibres. C'est tout. Et donc, je proteste énergiquement. Ça, je n'accepte pas qu'on puisse laisser croire que le Premier ministre, dans l'opinion, c'est pas vous. Merci. Pour rien. Merci de le reconnaître. Laissez croire que le Premier ministre, chef du gouvernement, prend l'argent destiné au paiement de personnel, il met dans sa poche. Ça, c'est totalement inadmissible. Bien entendu. Voilà, je vous ai donné la vérité. Bien entendu. Voilà. Le rassemblement, Kassavubu, on en parle, on n'en parle pas, ou vous préférez qu'on parle de l'Alliance pour le Congo, votre plateforme politique, votre plateforme ou la plateforme politique du Premier ministre? Du Premier ministre. Du Premier ministre. Alors, c'est la plateforme de qui? Du Premier ministre? Attends, c'est lui l'autorité morale. Ah, ok. La plateforme a été construite sous son autorité, c'est lui le chef. Ok. Il y a l'autorité morale. En accord avec le rassemblement. Attendez, il faut faire la différence, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Le rassemblement a été créé à Genval pour atteindre des objectifs bien précis. Faire respecter la Constitution, faire organiser de bonnes élections dans le pays, faire respecter les droits de l'homme, libertés fondamentales, etc. Ce n'était pas pour que le rassemblement soit une plateforme électorale. C'est une plateforme politique qui a des objectifs bien précis. Et c'est ce rassemblement-là dont on parle dans l'accord.
le 31 décembre. Aujourd'hui, quelle est la tâche du rassemblement? Aujourd'hui, le rassemblement, c'est quoi? Puisque vous êtes tous à créer vos plateformes. Il faut faire la différence. Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, Alliance pour le Congo de Bruno Tshibala ou Tshibamoukalala. Que reste-t-il au rassemblement? Attention, alors, il faut que je fasse beaucoup de pédagogie à ce sujet pour que les gens, l'opinion comprenne. Malheureusement, le temps sera court. Oui, mais je vais dire ceci. Le rassemblement, c'est une plateforme politique. Ce n'est pas une plateforme électorale. Je vais vous donner une image. Vous avez l'Union européenne. Non, on a bien compris. Aujourd'hui, l'Alliance pour le Congo aura son candidat à l'élection présidentielle. Non, il ne faut pas aller vite à Besogne. Aura ses propres candidats. Non, il ne faut pas aller vite. Le rassemblement reste là et intouchable. Oui, mais avec ces structures ce que personne n'arrive à comprendre. La plateforme électorale. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi, alors que vous étiez tous rassemblés, une vraie force pour conquérir le pouvoir, cette force politique pouvait pouvoir se muer en plateforme électorale, pourquoi est-ce que vous êtes partis dans la division depuis? Non, ce n'est pas un problème de division, c'est un problème d'efficacité. C'est pour ça que je voulais vous donner un exemple concret. Vous avez l'Union européenne qui a 27 États membres, qui a des objectifs, des structures, etc. Mais au sein de l'Union européenne, vous avez 17 pays qui sont dans le groupe Schengen, qui disent, nous allons avoir, une frontière extérieure commune. Mais quand ils sont dans l'Union européenne, ils traitent les affaires de l'Union européenne. Ceux qui se retrouvent dans le groupe Schengen traitent les affaires du groupe Schengen. C'est ça. Et donc, le rassemblement reste en place avec ses organes, avec ses objectifs, il n'y a pas de problème. Quand nous nous retrouvons dans le rassemblement, nous traitons les affaires du rassemblement. Mais au sein du rassemblement, il y a des partis qui veulent aller plus loin. Ils disent, nous pouvons nous organiser pour conquérir le pouvoir ensemble. Et donc, ces partis-là, nous acceptons que ces partis puissent créer des plateformes électorales. Parce que transformer le rassemblement en plateforme électorale, avec les problèmes qu'on a eus, que vous connaissez, ce n'est pas efficace. Et donc, 5, 6, 7 ou 10 ou 15 partis politiques du rassemblement peuvent s'associer pour dire, nous formons une plateforme électorale pour conquérir le pouvoir demain. Ils peuvent même aller au-delà du rassemblement, faire appel à d'autres partis politiques. Parce que transformer automatiquement le rassemblement en plateforme électorale, nous fermons la porte à l'adhésion d'autres partis qui ne sont pas du rassemblement. Donc, c'est comme ça que nous avons réfléchi. Le rassemblement demeure, nous sommes tous dans le rassemblement. On ne peut pas casser le rassemblement parce que c'est la branche sur laquelle nous sommes assis. Le rassemblement demeure. On va évidemment essayer de restructurer ce rassemblement parce que ça donne l'image un peu d'une pyramide renversée aujourd'hui. Le rassemblement donne l'image d'une pyramide renversée. Il faut remettre cette pyramide dans sa position normale. Nous y travaillons. Mais en dehors de ce travail que nous faisons pour le rassemblement, qui est là, qui doit continuer, mais il y a les élections qui arrivent. Quelques-uns d'entre nous ont dit, voilà, nous constituons une plateforme électorale. C'est lui qui vient, il vient. Et vous, elle s'appelle l'Alliance pour le Congo, ouverte à tout le monde? Tout le monde, sans exception. Nous demandons à tous les enfants du Congo qui veulent que ce pays change. Quand je parle de tout le monde, je parlais de tous les partis politiques. Mais bien sûr, tous les partis. Nous n'allons pas chasser. Nous n'avons pas un fouet pour chasser les partis politiques. Nous avons une charte, nous avons une éthique, nous avons un code de conduite morale et politique. Si un parti politique adhère à ce code de conduite morale et politique, il est des nôtres, nous avançons. Et donc, nous ne sommes pas là en train de construire des murs entre les Congolais, entre les partis politiques. Au contraire, nous voulons construire des ponts et des parcelles entre les partis politiques pour travailler dans des regroupements solides de manière à bien gérer le suffrage universel. Donc, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion entre le rassemblement et les plateformes. Le rassemblement demeure et personne ne doit toucher au rassemblement. Mais ceux qui veulent aller aux élections, ils sont libres de créer des plateformes électorales.